Shalom Uvracha. Lorsque l'État d'Israël a proclamé son indépendance le 15 mai 1948, l'URSS a été l'un des premiers pays à reconnaître son existence, suivi par les États-Unis et d'autres. Mais justement, à cause de l'aide apportée par les États-Unis, très vite, l'URSS a changé son attitude et a laissé revenir à la surface ces démons antisémites. Et progressivement, on a vu les organismes juifs communistes qui soutenaient le régime être la cible des autorités. Par exemple, le comité antifasciste juif qui avait participé à la révolution a été dissous dès 1948 et les principaux dirigeants arrêtés et condamnés à mort et exécutés en 1952. Dans cette longue liste d'événements antisémites, on peut citer les procès de Prague qui ont eu lieu en novembre 1952 et au cours desquels 14 accusés ont été condamnés, pour 11 d'entre eux à la peine de mort et 3 d'entre eux à la prison à vie, mais 11 de ces 14 condamnés étaient juifs. Toujours est-il que le point d'orgue de cette campagne d'antisémitisme orchestrée par l'État soviétique a eu lieu à l'occasion du complot des blouses blanches. Ça a commencé secrètement le 1er décembre 1952. À ce moment-là, lors de la réunion du Politburo, Staline a dit « Oui, les sionistes sont des ennemis de l'État. J'ai même parmi mon entourage des médecins juifs qui sont sionistes et dont le seul but, c'est de nuire aux dirigeants communistes. Et donc, il faut absolument faire une enquête avec tous les moyens, y compris la torture, pour les faire avouer de leurs crimes et de leurs complots, parce que c'est eux qui ont tué tel et tel dirigeant communiste en 1945 et en 1948. Donc, ils demandent au ministre de la Sécurité intérieure d'utiliser tous les moyens pour neutraliser ce complot imaginé. L'affaire éclate au grand public le 13 janvier 1953 dans un article de la Pravda, ce qui veut dire théoriquement vérité, mais vous avez bien compris que c'est l'objet de la propagande russe qui est le contraire de la vérité, et dans lequel on dit que des tueurs vicieux et cyniques juifs essayent de tuer les dirigeants de l'État soviétique. Lors d'une réunion du Présidium, Staline, le samedi 28 février 1953, c'est-à-dire le Shabbat Zachor qui précède Pourim, fait une réunion où il a encore des propos terriblement durs et il dit que maintenant il faut passer à la vitesse supérieure, ouvrir le procès de ces traîtres et d'une manière générale impliquer tous les juifs qui sont en train d'empacter leurs affaires pour partir en exil en Sibérie ou peut-être Biribodjan à l'autre bout de l'Empire soviétique. Lorsqu'il quitte le Kremlin, après minuit, dans l'une des 3 limousines qui partent en même temps pour brouiller les pistes parce qu'il a peur d'un attentat, il amène avec lui ses principaux collaborateurs, Beria, Malenkov qui lui succédera, Bulganin et Khrouchtchev, pour dîner dans sa datcha dans la banlieue de Moscou. Nous sommes donc le 1er mars 1953, aux premières heures du matin. C'est le 14 Adar, le jour de Pourim. À 7500 km de là, le rabbi Menachem Mendel de Lubavitch, qui a succédé à son beau-père seulement 3 ans auparavant, est là en train d'animer ce même jour de Pourim le festin traditionnel. Mais le cœur n'y est pas. Le visage du rabbi est sévère, fermé.
tout le monde s'interroge. Il n'y a pas du tout l'ambiance de Purim, c'est pas du tout comme les années précédentes. Et le rabbi termine son discours, et puis soudain, il sort une bouteille de vodka, se sert un verre, dit les Chaim, et à ce moment-là, il commence à chanter La Yudim Aïta Ora Vesimcha Vesasod Vikar. Pour les Juifs, il y a eu joie, allégresse, honneur et soulagement. Alors, tout le monde chante, et pendant de longs moments, l'ambiance continue à monter et à chanter. Ah, enfin, on a retrouvé l'ambiance de Purim. Bon, on va terminer au moins sur une note chaleureuse, c'est bien. Le silence se fait, et la surprise générale, le rabbi reprend la parole pour un deuxième discours, qui est tout à fait inhabituel. Et le rabbi commence en disant « Lorsque le tsar est tombé, lors de la révolution de 1917, le père du rabbi précédent, le grand-père de sa propre épouse, Chaya Mouchka, la rabbinite, qui va quitter ce monde 3 ans plus tard. En 1917, au moment de la Révolution, le Rachab, Rabbi Shalom Dovber de Lubavitch, qui était né dans la ville de Lubavitch, qu'il a été obligé de quitter en 1915 devant l'avancée des troupes impériales, lorsque la Révolution a lieu, il voit là un espoir pour les Juifs, de retrouver des droits de citoyens et de pouvoir vivre en tant qu'homme et en tant que juif de manière plus libre. Alors, lorsque les premières élections sont organisées, il demande à tous ces chassidim d'aller voter en disant « Voilà pour quel candidat il va falloir voter pour que nous soyons représentés et que nos voix soient entendues. » Le rabbi continue et les gens se demandent « Mais pourquoi ce cours d'histoire ?» Et le rabbi raconte. Parmi les chassidim, il y avait un homme simple qui s'appelait Berélé, simple d'esprit, et qui dit, puisque le rabbi a dit qu'il faut voter, j'irai voter. Et ses amis lui disent, mais qu'est-ce que tu comprends à la politique? Tu ne comprends pas le premier mot de cette affaire-là et tu veux voter? Le rabbi dira quel bulletin il faut mettre dans l'urne, je ferai ce que le rabbi dit, j'irai voter. Et effectivement, lorsque le jour du scrutin arrive, Berélé va au mikvé pour se tremper, comme il le fait à chaque fois qu'il accomplit une mitzvah importante. Il met ses habits de Shabbat, prend le gartel, cette ceinture qu'il met au moment où il va prier ou accomplir une mitzvah importante, et il va dans l'isoloir. Avant de mettre le bulletin dans l'enveloppe, il dit « Leshem Yichud Kutsha Berichu » par la sainteté du nom de Hakadosh Baruch Hu, je vais maintenant accomplir la mitzvah, Ve'asita ka'asher yorucha, et tu feras comme tes maîtres te l'ont ordonné. Et tout tremblant d'émotion, il met son bulletin dans l'urne. En sortant du bureau de vote, il voit un certain nombre de personnes qui sont là en train de crier pour soutenir leur candidat et qui crient « Hourra, hourra, hourra !» Il ne comprend pas le russe, mais il dit « Tiens, ces Russes-là sont en train de crier en hébreu « Hourra ! C'est lui le mal ! Hourra ! C'est lui le méchant ! Hourra ! C'est lui le mauvais absolu !» Ah ben je vais me joindre à eux et je vais crier avec eux. Comme ça le rabbi va être content de moi. Et il s'approche, il dit « Hourra ! Hourra ! Hourra !» Les autres tournent la tête, tout surpris de voir ce juif dire la même chose qu'eux. Mais le rabbi se tait. Tout le monde essaie de comprendre le message. Et le rabbi répète. Berélé a crié à 3 reprises « Hourra ! Hourra ! Hourra ! C'est lui le mal, c'est lui le mauvais, c'est lui le méchant absolu. » Et là, les chassidim ont compris. Et tous en chœur, ils se mettent à crier « Hourra ! Hourra ! Hourra !» à 3 reprises, comprenant que le rabbi a demandé de dire la même chose parce qu'à des milliers de kilomètres, il peut y avoir des conséquences. Revenons à Moscou.
Lorsqu'ils ont terminé de dîner, Staline rejoint sa chambre, en réalité l'une des 7 chambres qu'il utilise à tour de rôle, là aussi pour brouiller les pistes, toutes fermées par une porte blindée dont lui seul a la possibilité de l'ouvrir, et il se retire dans ses appartements. Le lendemain matin, aucun signe de vie, il ne demande pas son petit déjeuner, personne n'ose le déranger. La journée passe, on commence à se poser des questions, et on profite de l'arrivée du courrier du Politburo pour essayer de rentrer en contact avec lui. Il ne répond pas, l'officier de sécurité force la porte blindée, et on le trouve en pyjama, étendu sur le tapis, dans son urine, parce que dans la journée, il a eu un AVC, un accident cérébral, et personne à ses côtés pour le secourir, et il est là, avec un pouls très faible, pratiquement mort. On n'ose pas le toucher, on n'ose pas appeler un médecin parce que, à cause de l'affaire du complot des médecins juifs, dont l'ancien médecin personnel de Staline qui a été arrêté, on laisse passer des instants précieux et on le laisse glisser doucement vers la mort. On convoque Khrouchtchev, Beria, Malenkov, Bulganin pour organiser la suite et entre autres la succession. Et on le déclarera officiellement mort seulement le 5 mars, plusieurs jours après, et on l'enterrera avec des millions de personnes qui défileront devant son corps seulement le 9 mars. Mais tout s'est joué le jour de Pourim, le 1er mars 1953. 2400 ans exactement après le jour de Pourim de Shushan, Abira, la capitale de Suse, quand Haman a vu son complot retourner contre lui. Et là, de la même manière, Staline, Hourra, celui qui était mauvais, celui qui était méchant, celui qui était le mal absolu, a quitté la scène de l'histoire. Alors très rapidement, ses successeurs, dans les jours qui ont suivi, dans les semaines qui ont suivi, ont abandonné les fausses accusations et les médecins qui avaient été injustement accusés ont été réhabilités. Malheureusement, certains avaient déjà été torturés à tel point qu'ils étaient morts dans ces souffrances-là, mais la page, au moins provisoirement, a été tournée. Toujours est-il que, en ce moment, nous vivons avec des pensées pour nos frères juifs qu'ils se trouvent en Russie ou en Ukraine, et à l'approche de ce Shabbat Zachor et de ce Purim 5782, 69 ans après, en laissant à Hachem le soin de savoir qui est où, qui est-il lui, crions comme ils l'ont crié à cette époque, Hourra, 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 et comme en 1953 avec la mort de Staline, et comme en 1991 avec la fin de la guerre d'Irak, le jour de Pourim, comme ça avait été annoncé par le rabbi, espérons que nous assistions également cette année, le jour de Pourim, à la fin de cette tension que nous vivons actuellement et à la paix. Shalom uvracha vechol tov.